Bonjour à tous, je suis Pierre Serrano. Aujourd'hui, je vais vous présenter une version vulgarisée de mes travaux de test qui porte sur la modélisation multi-échelle du comportement mécanique des alliages TIL pour la prévision de leur tenue en fatigue. Ces travaux ont été dirigés par Alain Courret du CNRS à Toulouse et à l'ONERA par Louis Swalby et Pascal Canouté du département matériaux et structures. Mon travail s'inscrit dans le contexte global de l'innovation matériaux pour les applications de turboréacteurs. Les motoristes aéronautiques sont toujours à la recherche de nouveaux matériaux qui vont pouvoir fonctionner à des températures de plus en plus élevées, si possible de plus en plus longtemps, tout en étant de plus en plus légers, afin d'améliorer les performances de leurs turbomachines. C'est dans ce contexte qu'ils ont été particulièrement intéressés par les alliages TIL. Les alliages TIL sont des matériaux type intermétalliques qui disposent d'excellentes propriétés mécaniques, notamment à haute température, et qui ont l'avantage d'être légers. En revanche, ils ont un problème, c'est qu'ils ont très peu d'utilité, donc ils sont fragiles sur une large gamme de températures. Du coup, leur utilisation est très compliquée. Après un effort de recherche important d'environ une trentaine d'années, ces matériaux ont fini par être introduits dans la dernière génération de turboréacteurs, sous la forme d'aubes de turbines basse pression. Si on regarde les activités du côté des équipes de métallurgistes qui développent ces matériaux, ils considèrent que la génération qui est actuellement utilisée a atteint ses limites et ils sont donc à la recherche de nouveaux alliages, de nouvelles compositions chimiques qui vont permettre d'améliorer les propriétés mécaniques de ces matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde leur papier, la fatigue de ces matériaux devient une propriété d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que la tenue en fatigue des matériaux? La tenue en fatigue, ça désigne l'endommagement local d'une pièce ou d'un matériau sous l'effet d'efforts variables. Concrètement, si je prends un barreau de ma matière, je vais lui appliquer une sollicitation cyclique, une contrainte, et je vais voir pour combien de cycles mon matériau va pouvoir supporter avant de rompre. Et l'idée, c'est de venir tester un matériau pour établir ce type de courbe où on va pouvoir associer une contrainte donnée à une durée de vie expérimentale. Sur la base de ces résultats, on va pouvoir développer des modèles de prévision de durée de vie qui vont nous permettre de justifier de la tenue en service de pièces, typiquement comme des aubes de turbine. La tenue en fatigue, c'est ce qu'on considère comme une propriété avancée en mécanique des matériaux, car elle est extrêmement difficile à caractériser d'un point de vue expérimental. Les campagnes expérimentales sont longues et fastidieuses, et du coup, ça coûte énormément d'argent. Et c'est pourquoi cette propriété est au final peu considérée au cours du développement de nouveaux matériaux. C'est-à-dire que les métallurgistes vont d'abord se focaliser sur des propriétés mécaniques élémentaires d'intérêt, comme la tenue au fluage ou à la traction. Et une fois qu'ils auront isolé un alliage et une microstructure d'intérêt, ils vont passer à la tenue en fatigue. Et dans cette phrase, il y a un mot-clé qui revient, c'est la microstructure. Si je prends mon cas des alliages TIL, je vais regarder mon matériau de loin, ce que je vais voir, c'est une matière grise qui a l'air homogène avec une vision macroscopique. Si maintenant je prends ce barreau métallique et je le passe dans un microscope électronique à balayage, je vais pouvoir révéler sa microstructure. Ici, vous avez un exemple, une micrographie obtenue en microscopie électronique à balayage de ce barreau. On peut voir qu'on a différentes phases, des phases blanches, des phases grisâtres. Et ça, c'est ce qu'on appelle une microstructure presque gamma, qui va être composée majoritairement de grains gamma, donc globulaires, ici entourés en rouge. La microstructure des matériaux métalliques, elle se caractérise par la forme, la taille, la proportion et la texture des différentes phases cristallographiques en présence. Moi, dans mon cas, pour obtenir cette microstructure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le diagramme de phase de mon matériau et j'ai choisi une température qui me place dans un certain domaine d'intérêt métallurgique. Maintenant, si j'applique une autre température de traitement thermique à mon matériau, par exemple à 1200 degrés, je vais pouvoir générer une microstructure qui va être complètement différente. Ici, on a un exemple, c'est une microstructure qu'on appelle totalement lamellaire, qui est constituée intégralement de colonies lamellaires. De la même façon, si je prends des températures de traitement intermédiaires, je vais pouvoir faire varier la morphologie de ma microstructure et ma proportion de phase en présence, avec des microstructures qui vont contenir 50-50 et 10-90. Ces microstructures, elles sont très importantes parce qu'elles vont influencer les propriétés mécaniques de mon matériau. C'est-à-dire que pour un même alliage donné, je vais pouvoir obtenir des propriétés mécaniques très diverses. Par exemple, si je prends mon barreau TIL de mes 4 microstructures différentes et que je réalise un essai de traction dessus, je tire dessus et je regarde l'évolution de la contrainte que j'applique en fonction de la déformation, je vois que le comportement va dépendre fortement de la microstructure et que je vais pouvoir obtenir des propriétés qui vont être très différentes selon que je sois sur une microstructure rouge, bleue, verte ou violette. Et si ça c'est vrai pour les propriétés mécaniques élémentaires, c'est aussi vrai pour la tenue en fatigue. Et du coup, c'est pour ça que dans le cas des alliages TIL, au final, le lien entre la microstructure et la tenue en fatigue, si on regarde la littérature, est au final méconnu. C'est-à-dire que les métallurgistes ne peuvent pas vous dire quelle phase va être critique pour l'amorçage de fissures en fatigue qui va entraîner la ruine de mon matériau, de mon éprouvette. La question qu'on s'est posée au cours de mes travaux de test, c'est comment je vais pouvoir établir un lien entre la microstructure et la fatigue rapidement, si possible en parallèle du développement de nouveaux alliages, avec une approche qui va nous permettre de répondre à certaines questions et de mieux comprendre les propriétés mécaniques du matériau d'intérêt.
Donc pour ça, on a retenu une approche qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la métallurgie numérique. Donc l'idée, c'est qu'on va réaliser une analyse aux indicateurs de tenue en fatigue. On va venir établir un lien explicite entre la microstructure du matériau, son comportement mécanique et sa tenue en fatigue. Donc l'intérêt d'avoir retenu une approche numérique, c'est qu'on va avoir des outils qui sont versatiles. On va pouvoir les appliquer par la suite à d'autres familles de matériaux. L'autre intérêt, c'est qu'on va avoir accès à des grandeurs qui vont nous permettre d'effectuer ce qu'on appelle un retour vers la métallurgie. Donc on va pouvoir dire aux ingénieurs métallurgistes quelle est la meilleure microstructure de leur matériau. On va pouvoir leur indiquer le rôle des phases en présence sur la tenue en fatigue. Et donc eux, de leur côté, vont ensuite pouvoir améliorer leurs alliages pour obtenir des propriétés mécaniques meilleures que précédemment. Donc moi, pour réaliser cette analyse d'indicateurs de tenue en fatigue, ce dont j'ai besoin, c'est d'accéder à des champs de contraintes et de déformation à l'échelle de ma microstructure, donc dans mon matériau. Donc l'échelle de ma modélisation, ça va être la microstructure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir générer des microstructures virtuelles, des sortes de jumeaux numériques du matériau, et on va venir réaliser dessus des calculs mécaniques par élément fini. Grâce à ces calculs, je vais pouvoir récupérer mes champs de contraintes et de déformation locales dans ma microstructure, qui vont donc dépendre de mes différents grains, de mes phases cristallographiques en présence. Donc cette approche, grâce à ces champs, je vais ensuite pouvoir réaliser mon analyse d'indicateurs de tenue en fatigue. Néanmoins, pour ça, j'ai d'abord besoin de m'assurer que les champs que j'obtiens sont représentatifs du comportement mécanique macroscopique de mon matériau. Donc il faut que la moyenne de mes champs locaux dans ma microstructure, quand je fais la moyenne, il faut que j'arrive à obtenir la courbe macroscopique de contraintes et de déformation. Donc globalement, ce dont j'ai besoin, c'est de modéliser le comportement mécanique macroscopique de mon matériau par calcul sur microstructure et par ce qu'on appelle une homogénéisation numérique. Pour mettre en place cette modélisation, dans mes travaux, j'ai dû réaliser des dialogues entre différentes expériences et des différentes simulations à différentes échelles d'intérêt, dans le but donc de réaliser cette fameuse analyse aux indicateurs de tenue en fatigue. Donc voilà, aujourd'hui, j'introduirai les deux principaux blocs, donc le bloc modélisation du comportement et le bloc analyse de la tenue en fatigue. Donc le bloc modélisation du comportement. Donc ce qu'on souhaite, c'est en réalisant des calculs éléments finis sur la microstructure, être capable de décrire mon comportement mécanique macroscopique, contrainte de déformation, donc sous sollicitation cyclique représentatif des sollicitations vues par les matériaux en service. Donc pour ça, la première étape, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de définir une loi de comportement pour mes grains, pour mes phases cristallographiques en présence. Ce qui nous pose problème dans le cas des alliages TIA, c'est que leurs microstructures sont multi-échelles. Donc si là, je le regarde dans un microscope électronique à balayage, je vois que j'ai des colonies lamellaires. Maintenant, si je fais une lame mince dedans et que j'observe cette lame mince dans un microscope électronique à transmission, je révèle une sous-structure lamellaire, donc à l'échelle du nanomètre, et c'est cette structure lamellaire qui va donner des propriétés mécaniques particulières à cette microstructure. Cela, ça nous pose un problème multi-échelle à l'intérieur même de la microstructure, parce que dans nos modèles éléments finis, on ne va pas être à même de modéliser une centaine de colonies lamellaires et les lamelles à l'intérieur. Donc on a besoin d'appliquer une méthode multi-échelle ici, qui va nous permettre de venir évaluer la déformation, la plasticité de mon matériau, cette fois-ci à l'échelle des lamelles. Donc je n'entrerai pas dans le détail de l'ensemble de la modélisation aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque échelle d'intérêt, on est venu s'appuyer sur des validations expérience contre simulation. Donc là, à l'échelle microscopique, je me suis servi d'essais qui ont réalisés sur monocristaux, donc c'est l'équivalent d'un seul grain. Une éprouvette qui ne va ne contenir qu'un seul grain de ma microstructure. Et donc je suis venu m'assurer qu'avec mon modèle, j'étais capable de récupérer les spécificités de comportement de ces grains. À l'échelle mésoscopique, je suis venu réaliser des essais qu'on appelle micromécaniques. Donc c'est sur des mini-éprouvettes qu'on va pouvoir tester avec une petite machine d'essai, donc par exemple dans un microscope ou sous une caméra, et qui va venir nous permettre de mesurer les champs de déformation à la surface de mon matériau. En modélisant ces essais, je m'assure que mon modèle reproduit des champs de déformation qui sont réalistes, et donc que j'obtiens des champs mécaniques virtuels dans ma microstructure qui sont représentatifs de ceux vus expérimentalement dans le matériau. Enfin, aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette dernière étape, vous montrer un peu comment ça marche pour faire ce lien entre le calcul final sur la microstructure et le comportement mécanique macroscopique. Donc la première étape, ça va être de générer des microstructures virtuelles dites statistiquement représentatives. Donc je vais prendre ma microstructure, je vais faire des centaines d'images au microscope et je vais venir mesurer une distribution de taille de colonies. Donc c'est ce qu'on voit ici avec une fonction de répartition du diamètre équivalent de mes colonies. À partir de cette distribution expérimentale, j'identifie une loi statistique qui va venir reproduire cette distribution. Et cette loi statistique, je vais pouvoir la donner comme donnée d'entrée à un logiciel qui s'appelle Neper, qui est développé par Romain Quay aux mines de Saint-Étienne, et qui va permettre la génération de polycristaux à partir de ces fameuses lois statistiques. Du coup, ce que j'obtiens, ça va être des microstructures virtuelles statistiquement représentatives en termes de distribution de taille de grain. Donc ici, vous avez un exemple de cette microstructure générée virtuellement. Et on voit que ma distribution de taille de grain virtuelle correspond à ma distribution de taille de grain expérimentale. À partir de ça, j'ai plus qu'à mailler cette microstructure pour venir modéliser mon comportement mécanique.
Donc, qui dit modélisation du comportement, j'ai besoin de données expérimentales avant. Donc, je prends ma microstructure et je réalise des essais de traction à différentes températures d'intérêt et des essais cycliques. Donc, ici, on applique des niveaux de déformation variables et on vient caractériser le comportement de mon matériau sous sollicitation cyclique. À partir de là, je n'ai plus qu'à finir l'identification de mon modèle pour décrire ce comportement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est par calcul sur microstructure, j'ai modélisé le comportement mécanique macroscopique de mon matériau. Et de fait, en me basant sur les champs mécaniques locaux à l'intérieur, je vais pouvoir réaliser mon analyse aux indicateurs de tenue en fatigue. Donc, en quoi ça consiste cette analyse? Donc, l'idée, c'est qu'on va venir mesurer les forces motrices de la fatigue qui vont être liées à l'amorçage de fissures dans une microstructure. Donc, on va venir définir des indicateurs qu'on va calculer grâce au champ de contrainte de déformation, indicateurs qui vont représenter les causes d'amorçage de fissures qui sont observées dans le matériau. Donc, par exemple, ici, c'est l'indicateur de Fatemi-Saucy. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repérer le plan qui contient le cisaillement plastique maximal au cours d'un cycle, en chaque point, et on va venir y projeter la contrainte normale. Donc, on va venir mesurer la tendance à ouvrir une fissure liée au cisaillement plastique au cours de chargement cyclique dans les métaux. Donc, grâce à ces indicateurs, la première étape, ça va être de générer d'abord une base d'essai virtuelle qui va me permettre d'analyser ces indicateurs dans ma microstructure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre ma microstructure que j'ai caractérisée, que j'ai modélisée. Je vais générer un arrangement de cette microstructure qui va être statistiquement représentatif et je vais le mailler avec un maillage peu raffiné pour limiter la quantité de données que je vais générer par la suite. Cette microstructure, je vais venir la solliciter, donc je vais appliquer une amplitude de déformation à mon matériau. Donc pour chaque amplitude de déformation, on réalise un calcul. Et dans mon calcul, je vais venir calculer mes indicateurs et extraire la valeur maximale de cet indicateur. Donc ce process, on le réalise pour une dizaine d'arrangements locaux différents qui vont tous être statistiquement représentatifs de la même microstructure. Donc là, les résultats que je vous présente, c'est sur une analyse à 750 degrés pour 9 demi-amplitudes de déformation, ce qui représente 90 calculs là, pour une microstructure pour une température. Donc ce qu'on obtient, c'est un graphe comme ceci. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'évolution de l'amplitude de déformation que j'applique à ma microstructure en fonction de l'inverse de ma valeur extrême de l'indicateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon point est à droite de ce graphe, il va avoir une bonne tenue en fatigue. Si mon point est à gauche, sa tenue en fatigue sera mauvaise. Maintenant, si je me place à une demi-amplitude de déformation donnée, je vais avoir 10 triangles. Chaque triangle correspond à la valeur extrême d'un calcul que j'aurais réalisé sur un de mes arrangements de ma microstructure. Donc la première chose qu'on peut voir, si j'augmente mon amplitude de déformation, j'ai une moins bonne tenue en fatigue, ce qui est logique, je sollicite plus mon matériau qui va rompre plus tôt. Deuxième chose intéressante qu'on peut voir, c'est que j'obtiens une dispersion dans la tenue en fatigue, c'est-à-dire grâce à l'étude de différents arrangements locaux, je vais venir caractériser les différentes interactions entre les phases de ma microstructure et qui vont donner des tenues en fatigue différentes. Donc maintenant, l'idée que j'ai fait ça sur une microstructure, je vais pouvoir appliquer la même démarche sur les 4 microstructures que je vous ai présentées au début. Donc, ma microstructure presque gamma, ma microstructure duplex, presque lamellaire et lamellaire. Donc de la même façon, on vient générer des microstructures virtuelles statistiquement représentatives, on vient caractériser leur comportement mécanique et on vient identifier le modèle de plasticité pour décrire leur comportement derrière. Du coup, je peux rajouter les points de ces microstructures sur mon graphique. Donc avec en rouge la gamma qui va contenir 100% de ce qu'on appelle des grains gamma, en bleu la duplex qui va contenir 50, 50, la presque lamellaire 10, 90, et enfin ma totalement lamellaire que vous avez déjà vu, 100% lamellaire. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand j'augmente le pourcentage de phase gamma dans mes microstructures, je décale les points vers la droite. Ça veut dire que je décale dans la zone vers la bonne tenue en fatigue. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que en ajoutant de la phase gamma dans la microstructure, j'améliore la tenue en fatigue de mon matériau. De la même façon, grâce à ça, on a pu établir une hiérarchie de la tenue en fatigue des microstructures qui était jusqu'alors méconnue dans la littérature et même par les métallurgistes. Donc, ma microstructure gamma a une meilleure tenue en fatigue que ma microstructure duplex, que ma microstructure presque lamellaire et que ma microstructure lamellaire. Donc, dans le même type d'approche, on est venu répondre à un certain nombre d'interrogations qui se posaient dans la littérature sur le rôle des différents éléments dans la microstructure sur les durées de vie à initiation, ce qui nous a permis d'effectuer un retour vers la métallurgie en proposant des designs de microstructures optimisées que les métallurgistes vont pouvoir appliquer pour tenter d'améliorer la tenue en fatigue des alliages TIL. Donc, en conclusion, je vous ai montré les grosses lignes de mon travail de modélisation du comportement, donc qui représente une avancée certaine dans la littérature TIL, qui avait fait l'objet de peu d'études d'un point de vue numérique jusqu'à présent. On est venu établir un lien explicite avec une approche numérique entre la fatigue et la tenue en fatigue du matériau. Dans mes travaux, je l'ai fait à température ambiante et à haute température. On a réussi à faire ça à partir d'un nombre d'essais mécaniques limité. Là où réaliser une vraie campagne expérimentale des fatigues, ça nous aurait pris des mois, voire des années, un travail qu'on ne peut pas réaliser au cours d'une thèse. Grâce à ces travaux, à ces simulations, on a pu venir améliorer la compréhension des propriétés mécaniques du matériau et faire des propositions de design de microstructures, donc en faisant un retour vers la métallurgie.
Donc là, je vous ai montré, en perspective, il y a la démarche métallurgie numérique qui est très prometteuse, donc pour participer au développement accéléré de nouveaux matériaux. Donc, comme je vous ai dit, les alliages TIL, ça a mis 30 ans pour être intégré dans les turboréacteurs. Et là, le défi pour les années à venir avec les outils numériques, ça va être de réduire ce temps de développement derrière. Donc là, je vous ai montré que des résultats qui ont l'air de bien fonctionner, mais il y a évidemment plein de choses qui ne marchent pas, plein de choses qui sont à enrichir, et c'est normal dans une thèse derrière. Donc voilà, après pareil, les analyses d'indicateurs tenus en fatigue, on pourra faire plein de choses avec, comme venir par exemple estimer la taille critique d'un défaut vis-à-vis d'une microstructure ou autre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention.